C'est voir, elle murmure dans les arbres, trop faible pour être le vent. Une étoile pas trop loin pour qu'on la cherche, ni trop près pour qu'on la trouve. Alors longeant sur les gazons, un tumulte comme des pieds non audibles, comme les nôtres pour nous. Mais plis mal et deux plis de liens. Dans ce film, on voit beaucoup les villages, beaucoup la tradition, avec un ancrage très humain. On trouvait que ce film aussi était très touchant parce qu'il respectait beaucoup le rythme des villages et des villageois. Je connais aussi un petit peu la Roumanie, donc je trouvais qu'il y avait une sincérité. Et puis, on peut aussi se poser une question, en tout cas, est-ce que c'est pas un peu trop idyllique? Merci d'abord pour ton invitation, l'invitation bien sûr de la présidente de l'association, l'Observatoire de la diversité culturelle, et aussi bien sûr les responsables de cette salle magnifique là. Alors, pour la Roumanie, en 1989, arrive la Révolution, dont certains ont peut-être quelques souvenirs, puisqu'on avait quasiment vécu en direct à la télévision cette arrestation des époux Ceausescu, du dictateur de l'époque, qui avait une vision de l'homme nouveau, comme il disait lui-même dans ses grands discours, qui poussait la population, mais contraignait même la population à avoir plus d'enfants que la moyenne constatée à l'époque, qui était de deux enfants en moyenne. Il voulait carrément aller jusqu'à 4 et 5, et puis imposer carrément des taxes pour les ménages, les familles qui ne remplissaient pas ces objectifs. L'opération et donc là, Village Roumain. l'opération Village Roumain arrive parce que, justement, il y avait parallèlement un plan de restructuration dans sa folie. Il n'y avait pas de barrière, de limite. Il voulait, dans la conception de ce que devait être la Roumanie future, les petits villages n'étaient pas viables économiquement, et donc on devait faire une sorte de cartographie de ceux qui n'avaient pas le droit, entre guillemets, on peut dire, de survivre et de continuer une activité qui pesait, au sens budgétaire du terme, beaucoup trop dans l'économie du pays. Donc, ils ont fait une cartographie et 6000 villages, de quelques dizaines jusqu'à centaines d'habitants, devaient disparaître à partir des années 88-89. Et heureusement, il y avait ce journaliste belge qui était à Bucarest, qui a eu écho de ce programme et qui, donc, revenant à Bruxelles, a fait une conférence de presse et a lancé cette idée originale de parrainage des villages. Et il y a eu de toute l'Europe, pas seulement de l'Europe francophone, hein, mais aussi d'Allemagne, des Pays-Bas, des États-Unis, d'Allemagne, de Grande-Bretagne. Il y a eu des propositions, mais enfin c'est vrai que principalement c'était les pays francophones. Donc aujourd'hui il y a environ un peu moins de 800 encore communes, dont certaines dépassent quand même quelques milliers d'habitants, qui sont en Belgique, en France, en Suisse, qui sont parrainés, mais c'est plus des parrainages, et c'est plus de l'humanitaire, c'est vraiment des coopérations. Donc voilà un petit peu, mais vision... C'est vrai, on peut dire en partie, parfois un peu idyllique, mais après, ils ont fait un travail absolument remarquable en matière de restauration, de redécouverte des vieux métiers, tout ça aidé. Et ça, c'est extraordinaire, parce que pour nous, c'est aussi une leçon, aidée par la population rome. Donc voilà un petit peu la toile de fond. Oui, bonsoir. En fait, c'était pas une question, mais je rebondis pour faire un petit commentaire, parce que je connais très bien la Roumanie, et j'avais un petit peu envie de répondre à la question qui vous a été posée, monsieur, sur la question de savoir si le film est un peu idyllique. Oui, il est un peu idyllique pour une raison simple, c'est que les 3 exemples qui ont été choisis sont des exemples particuliers. Botisa, c'est le Maramuresh, c'est la région où il y a le plus de respect de ses traditions, ce sont des petits sanctuaires. Vichkri, j'y suis allée, bien sûr, c'est le village du prince Charles. C'est dommage, ce n'est même pas dit dans le film, mais tout de même, là, il y a quand même une somme de moyens financiers qui ont été mis à disposition de la communauté villageoise. C'est magnifique hein, ce qu'ils ont fait, mais c'est un cas très particulier. Mais il faut quand même dire que dans l'immense majorité des villages roumains,
Beaucoup de gens sont partis, les jeunes sont partis, la situation n'est pas du tout celle que l'on voit dans le film, même si dans tous les villages roumains, je pense qu'il y a des gens comme dans ce film, et moi je trouve ça très bien et très beau qu'ils soient mis en valeur. Mais clairement, ça n'est pas représentatif de la plupart des villages, de la réalité. Et ce sont des villages touristiques qui ont été montrés, en tout cas Botiza, mais ils sont magnifiques, et donc c'est aussi un très beau film. Merci. On va passer maintenant à nos amis guide nature, Sébastien. En fait, donc voilà, on a vu votre film qui montre la forêt de Białowieża. Voilà, peut-être que j'y arriverai d'ici la fin à bien le dire. Ça va mieux. Super, ça va mieux. super. Mais finalement, bon, vous vivez en Belgique. Pourquoi vous vous êtes intéressé à cette forêt ? Ben, c'est un petit peu le hasard de l'histoire de la vie. On allait plutôt au Canada au départ, et puis pour des raisons financières, on est allé en Pologne. Donc honnêtement, hein, donc voilà, c'est vraiment par hasard. Et puis on n'est plus jamais retourné au Canada, et on va plusieurs fois par an en Pologne parce que c'est le top. Et donc, il faut bien se dire qu'au départ, notre passion à nous, c'est la forêt. Sous ses différentes facettes, mais vraiment la forêt. Et la forêt, elle est là. Donc, alors, on parle d'une forêt primaire. C'est quoi une forêt primaire ? Donc, on parle de forêt primaire, comme le dit très bien le botaniste, ce n'est pas une forêt primaire au sens premier du terme, puisque donc le concept de forêt primaire, c'est plutôt, on sous-entend une forêt, entre guillemets, vierge de présence de l'homme. Et c'est la forêt la plus primaire possible, la plus primaire qui reste en Europe, c'est-à-dire la plus spontanée, où les liens entre les différentes composantes de l'écosystème sont présents et où il y en a le plus de manière spontanée. Voilà. Pourquoi ces forêts, en fait, pourquoi cette forêt de Białowieża est différente des autres forêts ? Mais parce qu'en fait, elle a été protégée depuis des siècles en étant en fait mise sous la protection, parce que c'était des propriétés privées de tsars, de rois de Pologne, puis même des dirigeants du régime nazi pendant la guerre. Donc en fait, elle a été privatisée pendant de nombreux siècles. Et donc en fait, elle a été préservée en grande partie d'une exploitation économique. Enfin, elle n'est pas uniquement en Pologne, cette forêt. En fait, elle est... pour l'instant, 40% polonais, 60% biélorusse. Mais tout ça était russe du temps de la Russie. C'est une entité quand même. C'est une grande forêt qui maintenant, voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, a été coupée en deux. Mais une forêt importante, c'est quand même en son sein qu'a été signée la fin du RSS. Et donc, au niveau des espèces végétales et animales, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, on en a parlé dans le film, mais peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Oui, ce qui est particulier à Białowieża, c'est qu'il y a le bison d'Europe, qui est donc le dernier endroit où le bison a survécu en Europe et d'où il a été en fait préservé, sauvé avec quelques individus, puis réintroduit tout doucement donc dans cette forêt-là d'abord, et puis après aussi donc dans d'autres forêts maintenant en Europe. Oui, donc c'est une très belle forêt, mais en même temps qui est menacée. La question, c'est un peu, à votre avis, quoi, qu'est-ce qui permet en fait de résister et de tenir le choc face soit des groupes industriels, soit des politiques qui sont parfois un peu associés. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui vous semble efficace? Mais ce qui est compliqué ici dans le cas de Białowieża, c'est qu'en fait les intérêts économiques sont vraiment très très secondaires ici dans le cadre de la forêt de Białowieża. Il faut bien comprendre que c'est surtout des intérêts symboliques de pouvoir, donc en fait d'une administration qui a peur d'être dépossédée finalement de sa mainmise sur la gestion forestière. Il y a aussi tout le combat en Pologne qui prend une résonance particulière aussi de fait de cette importance de la religion, mais effectivement est-ce que la nature peut se gérer elle-même ou est-ce qu'elle a besoin de l'homme pour être gérée? Alors c'est assez particulier parce que Białowieża va faire une espèce de caricature finalement de toutes ces questions-là, mais toutes ces questions-là se retrouvent partout ailleurs dans toutes les forêts d'Europe et particulièrement en France ou en Belgique où on a exactement les mêmes débats. Vous avez un vrai point de vue là-dessus. Ben nous, notre association s'appelle Forêt Naturalité parce qu'effectivement on pense que les forêts naturelles. En fait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a visitées aussi et qu'on a visité régulièrement Białowieża, c'est que les forêts
naturelles ou les forêts sauvages n'ont pas du tout l'aspect que la plupart du temps on imagine. En fait, ce sont des forêts avec des très grands arbres très hauts qui feraient pâlir de jalousie tous les forestiers. Mais donc les milieux naturels et surtout les forêts qui sont des formations en équilibre se gèrent très très bien toutes seules. Et elles bénéficieraient sans doute de moins d'interventions effectivement humaines. Et si on intervenait moins, peut-être effectivement qu'on perdrait, mais encore ça se discute, c'est à certains endroits, un certain retour financier sur l'exploitation économique. Ce n'est pas toujours le cas, contrairement à ce qu'on croit, donc il ne faut pas nécessairement intervenir pour avoir un meilleur retour financier, mais surtout, si on intervenait moins, la forêt pourrait rendre de nombreux autres services qui sont très importants aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire le stockage du carbone, des fonctions de délassement, des fonctions de préservation de la biodiversité. Et donc, vous avez peut-être aussi entendu aux actualités parler de cette maladie des épicéas qui fait que de nombreuses forêts dépérissent. Si vous avez repéré, c'était quoi le scolite, c'est le petit insecte qui verse dans sa main, là, dont il y a des milliards d'individus dans nos forêts. Et donc, en fait, cet insecte s'attaque aux épicéas qui sont stressés. Et c'est son rôle dans l'écosystème, c'est finalement d'accélérer la mort de ces arbres pour pouvoir en fait faciliter la régénération qu'il va y avoir en dessous. Et donc, en fait, ici, c'est le réchauffement climatique qui fait qu'il y a des sécheresses de plus en plus longues et tous ces épicéas sont effectivement en train de fortement dépérir. Il n'y a pas que l'épicéa, il y a d'autres essences d'arbres qui souffrent de ça. Mais donc, en fait, il y a deux manières de penser qu'on va régler la situation. La première manière, c'est celle qu'on nous apprend à l'école, c'est de dire, il faut couper tous les arbres qui sont atteints par le scolite. Alors c'est juste impossible, ça a peut-être été possible pendant plusieurs décennies où les foyers étaient petits parce qu'il n'y avait que quelques épicéas qui étaient stressés, mais aujourd'hui c'est une vague qui est à l'échelle européenne et où en fait la plupart des arbres sont atteints et donc en fait c'est juste impossible de pratiquer ça. Et en faisant ça, en fait on va empêcher aussi tous les phénomènes de régulation naturelle qui pourraient en fait tout simplement advenir, comme les prédateurs, comme le fait de pouvoir laisser plus de bois mort. Aujourd'hui, on continue en fait à couper ces arbres parce qu'on pense qu'on va finir par réguler ce qui se passe, mais en fait c'est tout simplement d'avoir mal géré nos forêts, d'avoir laissé des plantations de monoculture d'une essence qui était souvent pas à sa place, et c'est ça en fait le problème. Mais le problème c'est reconnaître ça, ça veut dire si on ne dit pas qu'il y a une maladie à gérer, et qu'on dit non c'est vrai, on a mal géré nos forêts pendant 50 ans, c'est beaucoup plus difficile à dire et à accepter. Je voulais juste dire, donc moi je suis née en Pologne, et j'ai un souvenir que chaque dimanche on allait à la forêt, donc c'était vraiment une présence très, très, très forte en fait dans notre quotidien. Pour parler de ce lien, d'ailleurs, il y a les champignons. Ah oui, ouais. Vous allez en Pologne, c'est le seul endroit où vous pouvez, sans souci, au mois de septembre, acheter 10 kilos de chanterelles ou 10 kilos de cèpe de Bordeaux. Et c'est le long de la route, parce que tout le monde ramasse ses champignons. Ça fait partie de la culture. Moi, je vais remercier mes invités. C'est toujours enrichissant dans la préparation, puis dans le moment où je suis avec vous, puis vous féliciter parce que les uns les autres, vous êtes engagés dans des champs différents, mais qui sont éminemment précieux, quoi. Voilà, pour nous tous. Merci de nous avoir invités. Gdzie chłodny, mocny wieża z pochyloną głową patrzy w gąszcze rudych drzew. Kościół cały z czarnych kratek, wiele lat już na nim znać. Szare dymy snuje statek smutny.